vous énervez pas, vous, c'est ça, non? Bon, on va y aller, Oui, on a je m'énerve faim. pas, mais On a super faim. je peux m'appuyer là sur le pied, ça ne me dérange pas. Non, c'est très bien. Ok, on me dit. Rouge et jaune, c'est bien ou C'est très vous beau. voulez que j'enlève le Non, collier? c'est très beau. Très très beau, très très bien. Ça fait un peu Espagne, sud. Justement, on va parler voyage avec les Alas. Alors, après Marseille, le Mucem, Oh, le bien. musée des Confluences à Lyon. Ah, vous voilà à Paris, au musée de l'Homme. Mm. Nouvelle aventure, des aventures parallèles peut-être, non? Comment ça s'est passé? Parallèle. Ouais, c'était parallèle parce que c'était en 2006 où on est dans des projets qui sont des projets pas ministère de la Culture, mais en tous les cas des projets plutôt État, comme marché public. Et donc ce sont des concours. Et en cette année 2006, on gagne deux concours qui sont les Confluences à Lyon pour une des expos, la maille espèce du vivant. Et, non, espèce, la maille du vivant, je confonds toujours, et puis le musée de l'homme. Donc effectivement, ça s'est mené de manière... sur un thème, Lyon et Paris, sur un thème quasi identique, ça s'est mené de manière très effectivement, vraiment très 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 parallèle et à la fois très différent. Alors un thème identique des collections, bon, identique pour une partie, mais la particularité du musée de l'Homme, c'est que là, vous faites tout. Il faut tout repenser, le parcours, les collections, ce que va devenir le musée de l'Homme. Le musée de l'humain, vous dites, je crois. Moi, je dis le musée, des fois, oui, mais parce que c'est un peu une provocation là de votre part, non? Non, Parce que c'est une question. quand on est une femme et qu'on dit homme, forcément, il y a un peu de, enfin voilà, il y a du genre. Donc, pour éviter, pour gommer ce genre, dans certains textes que vous avez dû certainement lire, je parle humain. Mais bon, officiellement, historiquement, il s'appelle le musée de l'homme. Mais c'était une autre époque. Et donc, moi, j'ai proposé puisqu'il évoluait, hein, j'ai proposé de le rebaptiser musée de l'homme et de la femme. On ne m'a pas suivi. Je n'ai pas été suivie sur cette... mais voilà. Oui, c'est un musée sur l'histoire de notre humanité, en tous les cas. Voilà. Vous l'avez connu Elle, auparavant, Homo sapiens. ce musée Oui, de l'Homme. je l'ai connu il y a très longtemps. J'étais venue voir une exposition sur Victor Ségalen, donc il y a très 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 longtemps. Et puis après, j'ai commencé à le voir petit à petit se modifier. Il y a eu cette expo qui s'appelait La Nuit des Temps, etc., etc. Donc je l'ai vu, moi, il était déjà en train de devenir non plus ce musée d'ethnographie, d'anthropologie dont tous les artistes rêvaient, qui était que Picasso, etc. C'était leur voyage parisien et leur voyage dans le monde, hein, puisque... qui ressemblait beaucoup d'ailleurs, je pense, à un musée qui existe toujours à Oxford, qui est le Pitt Rivers Museum. Bon, cette espèce de musée idéal où le monde entier est là. Non, moi je l'ai vu déjà, le musée était transformé et devenait de plus en plus un musée dit d'interprétation, un musée d'idées. Voilà. Voilà, et puis voilà. Les collections s'en vont de l'autre côté de la Seine, au musée du Quai Branly. Le Certaines, musée de l'Homme ne pas sait toutes. plus ce qu'il va devenir. Et en fait, il va renaître de ses cendres avec des collections. Alors, des collections, pour vous, muséographes, là, c'est important. Qu'est-ce qu'on va montrer? Comment on va le montrer? Qu'est-ce qu'on va montrer? Comment on va monter? Comment ça se passe au départ Ça se passe, je me souviens, le premier contact, il est vraiment très important, parce que c'est là où tout d'un coup, on sent l'énergie, on sent l'envie. C'était au moment du concours, hein, quand il faut donner... notre idée, notre vision, le grand schéma directeur qui va faire que le musée de l'homme sera plutôt comme ceci, plutôt comme cela, il sera plutôt blanc, plutôt lumineux, plutôt terne, plutôt replié sur lui-même, plutôt ouvert sur la ville, plutôt travailler sur les correspondances, travailler sur les liaisons, travailler sur les liens, travailler sur les lignes, ou plutôt parsemé comme ça par points, voilà. Et ce premier jour, c'est le jour où on va visiter avec les autres confrères et consoeurs qui sont avec nous en train de faire donc des concurrents qui sont en train de faire le concours, on va visiter les réserves. Et donc, et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit des milliers effectivement d'étagères vides, puisque effectivement, le Quai Branly est en train d'exister déjà.
Et les collections ethnographiques et anthropologiques ont été déménagées. Donc c'est et on nous parle de cette blessure. Mais il faut pas y croire. C'est pas mon histoire. Mon histoire, c'est de faire le nouveau musée de l'homme. C'est pas de pleurer sur un mythe, de pleurer sur l'ancien. Voilà. Donc ça me touche, je suis touchée, je vois des traces effectivement visibles dans les gens qui parlent, même encore aujourd'hui. Mais il faut, vous savez, que je fasse un peu l'autruche et je regarde émerveillée la collection de squelettes, je regarde émerveillée les salles de préhistoire avec tous ces cailloux. Voilà, il fallait, avec tout ça, garder un regard très, très ouvert, très, très pur pour dire, pour garder une énergie. Et que cette énergie soit rendue, quoi. Et aux objets, et aux hommes et aux femmes qui vont visiter ce musée, et qui le font aussi. Alors vous visitez des collections, mais vous visitez aussi des lieux. C'est-à-dire ces galeries, ça y est, elles sont vides, elles sont un peu à l'abandon. Et ça, c'est des souviens espaces pas un bien. peu étranges, ces Ouais, ailes du palais de Chaillot. Oui, très Compliqué. étroites. Elles sont très orientées, je veux dire, elles sont comme ça, quoi. Ouais. C'est presque comme, voilà, là vous avez ce mur d'appui, hein, qui en plus est quelque chose qui est très en coupe, très arrondissant, très embrassant, extrêmement long, donc une infinie, extrêmement étroit, totalement ouvert sur la ville. Là. Bon, comment très long, selon... Ouais. Ouais, alors des milliers d'objets, en plus de tailles, de formes différentes, Ouais, de provenances différentes, il faut mettre tout ça en place. Pas dans un parcours chronologique, dans un parcours thématique. Ça, c'est les scientifiques qui vous disent ça au départ. On va faire trois thèmes. Vous avez déjà l'information quand vous commencez Non, pas du tout. Non. Alors, là, si vous voulez, là, aujourd'hui, les 3 thèmes en question, donc, auxquels vous faites allusion, qui eux-mêmes, une grande référence au peintre Gauguin, qui sommes-nous, d'où venons-nous, où allons-nous. Bon, je pense que ça a à voir un peu avec des questionnements sur l'au-delà, après la mort, qui est la question fondamentale de l'homme, quoi, qui va faire des rites funéraires. Donc cette quête comme ça absolue de l'immortalité, je trouve qu'un musée, c'est aussi ça. Des fois, je me dis, c'est au-delà, c'est ça qu'on est en train de faire vraiment. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait au musée? Qu'est-ce qu'on cherche? Quelle est la question fondamentale qu'on est en train de se poser, de poser aux visiteurs et de partager ensemble? C'est voilà, qu'est-ce qui fait notre humanité? Qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui se passe après? À quoi, voilà, qu'est-ce qu'est la vie? Donc, je pense que le musée participe à ce questionnement de la vie, de la mort, de l'au-delà. Alors, à vous d'inventer. Alors, je ne sais plus la question que vous m'aviez posée. Mais à vous d'inventer, là, justement, des supports physiques, Oui. évidemment des vitrines, des socles, Voilà. mais aussi des supports virtuels, du multimédia, etc. Parce que le visiteur, il faut l'amener quand même dans un parcours assez intellectuel, assez compliqué. Oui, je pense. Alors, moi, je l'amène. Donc, mon métier, c'est bien l'architecture. Hein. Quand je fais la muséographie, se pose la question, effectivement, du regard, la question du sens, la question de la mémoire, la question de la porosité, la question de l'immersion, c'est-à-dire la porosité entre ces objets qui sont là, hein, les objets qui sont en face de moi, moi en face d'eux. Voilà, quels sont les fluides qui passent entre nous? C'est ça que je veux organiser. Comme un urbaniste, des échangeurs. Moi, je fabrique des échangeurs. Et en fait, je travaille plus sur le regard, plus sur l'intellect ou sur l'esprit. Je travaille sur le corps. C'est-à-dire, de plus en plus, je me rends compte de ça. Parce que, je veux dire, c'est en travaillant qu'on prend conscience de ce qu'on fait. C'est pas forcément... Et puis, quand ce qu'on fait, on le voit, on se dit, tiens, ça pose aussi des questions. Donc, on est tout le temps... il y a un problème de temps, tout le temps, quand on est en train de travailler. De temps, tout le temps.
On est en train de créer. La création et l'espace et le temporel, il y a toujours des décalages. Le musée, c'est des objets plutôt anciens, dits patrimoniaux, qu'on doit montrer pour les générations du futur, dans un projet qu'on a fait il y a peut-être 5 ans, qui est en train de se construire aujourd'hui. On est toujours dans une espèce de dilatation, d'ondulation, quelque chose qui vous donnerait presque envie de vomir, quoi. On est dans le tangage, un tangage temporel infernal. Et ce tangage temporel, c'est aussi une réflexion, quoi. Ça nous amène une réflexion par rapport à l'espace, forcément, puisque c'est notre outil, hein. Et je me rends compte que ce qu'on organise, nous, c'est la manière dont les hommes, les femmes, les enfants, les malvoyants ou les non-voyants vont se promener et vont déambuler dans cet espace. Comment ils vont se pencher, comment ils vont accélérer, comment ils vont reculer, comment ils vont s'arrêter, pourquoi ils vont tourner la tête comme ceci, comme cela. Donc c'est cette chorégraphie invisible qu'on travaille, et en plus on l'a fait vraiment, mais vous le disiez à juste titre, sur cet espace qui est extrêmement particulier, ce long serpent là, un peu rigide et un peu comme ça, presque décharné, parce que il y a ces rythmes d'ouverture là qui sont comme... Donc on a vraiment, enfin je dis on parce que je ne suis pas toute seule quand je travaille avec des gens formidables, Réseau Spaceco qui travaille avec moi depuis 18 ans, Claudia Castelletto qui est architecte, Claire, Julia, Lucas, enfin on travaille au sein de l'agence que j'ai créée, hein, on travaille à plusieurs. Oui, mais alors cette Casalas, comment on fait justement? Parce qu'il y a un parcours, on arrive, on monte un peu, on repart, il y a des cul-de-sac. Il va falloir jalonner tout ce parcours par des objets que vous allez inventer là. Oui, effectivement. Cette ponctuation, vous en voyez une ici, là, derrière nous, déjà créée par les architectes Nembou et Brochet. On l'avait imaginé déjà au niveau du concours. On avait imaginé une ponctuation qui fasse que entre la galerie du niveau 1, où nous sommes ici, et la galerie du niveau 2, qui est donc au-dessus de nous, on ait des trouées qui fassent qu'on puisse avoir des relations verticales. Donc, on oblige un tout petit peu le visiteur à lever la tête pour contrarier et pour ponctuer la marche, donc la déambulation, la baguenaude, on va dire, dans ces galeries. On avait imaginé, pour des raisons techniques, elles ne se sont pas faites. En fait, leur espèce de reliquat, c'est ces vitrines alcôves qui ont elles-mêmes un ciel comme ça, circulaire, complètement éventré, on va dire, qui sont des anciennes peut-être réminiscences, mais ça on s'en est aperçu, c'est Réseau qui me disait ça il y a pas si longtemps que ça. Comment en fait un projet, on arrive à le transformer, parce que ça fait quand même 9 ans de travail, 9 ans de réflexion, 9 ans de tests aussi au niveau du projet. Et donc, ici, quand Brochet et Nembou font cette percée là, qui est une rupture de charge, hein, pour avoir quelque chose, un parcours dans l'espace extrêmement glissant, extrêmement fluide, en créant cette mezzanine, faisant que le visiteur n'est pas obligé de prendre les escaliers encloisonnés qui existent, mais qui sont techniques, qui créent une rupture visuelle intense. Là, en créant cette déambulation à l'intérieur même des galeries, et créer cette espèce de enfin c'est pas une espèce, c'est cette double hauteur qui va faire que la galerie du deuxième et du premier est reliée. Et alors, une des ponctuations, et c'est un peu comme ça qu'on a travaillé, c'est cette fameuse structure à buste que j'appelle... les ouvriers appellent ça, enfin les compagnons, qui sont des compagnons du devoir, c'est la serrurerie de la Parette qui l'a construit en aluminium haute performance,
appelle ça l'œuvre. Et nous, chez nous, on appelle ça sculpture lamellaire, puisque ce n'est fait qu'avec des lames. Donc on est dans un ouvrage, quasi un ouvrage sculptural, très très artistique. Et cette structure va nous servir à exposer les 86 bustes de l'exposition de la collection Anthropologie. Et Alors des aussi bustes qui sont assez émouvants, parce que Ouais. des visages du monde entier, des moulages faits sur des personnes vivantes. Vous saviez ça? Oui, bien sûr. Oui. Et donc c'est tous ces visages-là que vous allez présenter. Oui, ce ne sont pas du tout des masques mortuaires. Hein. C'est effectivement le moulage sur du vivant. Très belle collection qu'on a vraiment étudiée. On les a tous mesurés, pesés, tournés. Parce que tout de suite, quand cette fameuse visite que je vous racontais tout à l'heure, là un peu plus haut dans l'interview, quand je l'ai faite là au musée, j'ai vu tout de suite ces bustes. Et pour eux, on a imaginé toujours des structures particulières. À une époque, c'était une tête. À une autre époque, c'était effectivement une grande lame comme ça qui traversait ces cercles découpés dans le plancher qui liaisonnaient les deux galeries. Et puis finalement, c'est devenu cette structure-ci qui est partiellement horizontale et partiellement verticale, qui fait que, en fait, moi, ce qui me semble important, là, c'est que ces bustes qui sont là et qui sont un échantillon de tout un tas d'hommes et de femmes dans le monde, hein, puisqu'il y en a de tous les continents à peu près. Tous les continents sont représentés, ont été moulés. Et bien, ils soient présents tout le long du parcours. Ils sont présents depuis l'entrée jusqu'au fond là, de la galerie, ils sont présents à la mezzanine et ils vont être présents au niveau 2. Donc, voilà, c'est pour moi un symbole presque du musée. J'espère que ça le deviendra, qui est nous sommes une seule et même humanité, même non, une humanité diverse, mais une seule humanité. Quoi. Et le travail en commun que vous faites avec Olivier Brochet, Emmanuel Nebout, c'est évidemment ce vide qui permet à cette structure de monter jusqu'au niveau supérieur, mais aussi cette mezzanine qui va être l'endroit où on va trouver les objets les plus précieux. Je pense à la Vénus de Lespugue, etc. Oui, avec cette petite salle des merveilles. Oui, on l'appelle la salle des merveilles. Oui. Ben oui, c'est les merveilles de la paléohistoire, enfin du paléolithique. Oui, je ne sais pas comment ils l'appellent, je ne sais pas. Moi, je l'appelle la salle des merveilles. C'est là où il y a toutes les merveilles. Quand vous avez la Vénus de Lespugue, vous avez des frissons jusqu'ici. Je veux dire, voilà, quoi. Quand vous voyez les pierres gravées, quand vous voyez les... Enfin, la Vénus de Lespugue, je ne sais pas, Brancusi l'a vue, Picasso l'a vue. Ils l'ont pas touchée. Moi, je ne l'ai pas touchée non plus, j'aurais pu. Mais je n'ai pas osé. Mais je l'ai vue de très près. Et elle est très protégée. Elle est d'une part très protégée, oui, mais c'est très... voilà, c'est de la sculpture extrêmement sophistiquée, extrêmement élaborée. Et en plus, avec une matière qui est... c'est la sculpture vraiment qui tient compte de la matière, donc c'est ultra contemporain. C'est très troublant. Enfin, c'est extrêmement troublant. Enfin, c'est quelque chose qui vous rapproche tout d'un coup. Alors là, vraiment, il y a une dilatation qui fait que vous y êtes avec le type ou la femme là, qui est en train de la sculpter. Tout de suite, enfin, elle ne nous est pas inconnue, elle nous est familière. Donc, oui, j'appelle ça la salle des merveilles, parce qu'il faut bien dans un musée une salle des merveilles. Oui, tout à fait. Un musée, c'est fait pour ça. Alors, en dehors de la rampe de la salle des merveilles, est-ce qu'il y a des lieux particuliers que vous avez inventés, que ce soit pour le multimédia, je pense à ce qui existe derrière nous, je pense à d'autres, des cyclos, etc., qui vous tiennent à cœur, là. Vous avez absolument voulu, oui, que ça soit comme ça, présenté comme ça, et pour des objets, voire pour des écrans. Oui. Alors, bon, toute la stratégie, effectivement, de visite vient de comment régler ces problèmes de déambulation et de changement, si vous voulez, d'ergonomie de visite de la part du visiteur. On est dans un open space, on garde l'open space, on aurait pu imaginer des salles écloisonnées et avoir une galerie qui soit une galerie assez
classique, entre guillemets. Ce n'était pas le cas parce qu'elle n'était pas assez profonde. Mais on aurait pu créer des salles. Et en fait, moi, je pense qu'il fallait garder cette grande courbe là sur cette ville de Paris. Bon, parce qu'on est sur la colline, parce qu'on sent inconsciemment qu'il y a l'autre symétrie du bâtiment, parce qu'inconsciemment on est dans l'axe de la Tour Eiffel, parce qu'on est sur une terrasse comme ça, comme une espèce de Parthénon, quoi, parisien, ici. J'exagère peut-être un peu, mais j'y suis pas loin. Et donc, il était absolument essentiel qu'on garde et qu'on travaille avec un open space. Et pour ça, il faut retenir l'attention. Il faut faire entrer les gens dans des espaces qui soient plus intimistes. Donc, il faut créer, à l'intérieur de cette galerie, qui représente un extérieur, il faut créer des espaces intérieurs. Et ces espaces intérieurs, ils sont extrêmement ouverts, comme le cyclo qui est en haut, qui fait 9 mètres de diamètre. Donc, en partie basse, il est très ouvert, mais il a des jambes, enfin 2, ce qui est très peu, hein, parce que c'est presque un défi structurel, mais il va créer un intérieur, même s'il n'est pas cloisonné. Vous avez à côté de vous une langue, qui est une langue presque... on ne fait pas dans l'anatomie, mais bon, même si elle est très stylisée, là je la regarde parce qu'elle est juste devant moi, elle est assez stylisée, mais elle est presque... C'est une langue, je ne sais plus le terme scientifique, mais elle va nous servir de petite grotte pour pouvoir écouter les mythes du monde, les contes de différentes régions du monde. Donc les gens vont s'asseoir à l'intérieur. On a créé même des petits tapis, des petits coussins pour qu'il y ait un tapis, les gens puissent s'allonger. Très cool, quoi. Il y a les fameuses, ce qu'on appelle valves, vitrines, alcôves, qui sont des grands paravents fermés qui créent des micro-espaces, des micro-architectures à l'intérieur de ces galeries. Donc, tout un tas de petites architectures qui vont créer des sites dans lesquels le visiteur va pouvoir entrer, donc ils vont créer comme des salles. Il y a une salle que vous voyez là, peut-être qu'on la voit avec la caméra en haut. Ici, elle n'est pas finie, mais qui n'est faite que des lames de feutre. On passe à travers, mais on va là aussi être dans un intérieur qui n'est pas obligatoirement fermé. On n'a pas, vous savez, pour créer un intérieur, on n'est pas obligé de tout fermer. Comme les enfants, on dit voilà, ça c'est comme là, c'est ma frontière, toi tu es sur la montagne, moi je suis sur la mer. Il faut faire appel aussi à l'imaginaire, donc et c'est ce qu'on fait, hein, on fait appel beaucoup à l'imaginaire du public. Vous êtes dans un musée peut-être intellectuel, un musée scientifique, un musée d'interprétation, un musée d'idées. Nous, ce qu'on propose en tant que muséographe, parce que moi j'essaie de proposer, c'est un espace imaginaire dans lequel le public puisse se retrouver, s'approprier, se reconnaître, pour que ces idées puissent lui parler, l'atteindre, le provoquer, l'interloquer, l'émerveiller. Enfin, voilà, le mettre dans des sentiments, dans une espèce de foisonnement de sentiments et de sensations, parce que l'espace est familier. Donc moi, je dois travailler sur la familiarité. Et c'est plus tout à fait la même personne qui va sortir que celle qui était rentrée? Oui, on change, mais après, voilà. Oui, on change. De toute façon, ça aussi, c'est le propre de l'homme, hein, l'adaptation. Oui, je fais appel à l'adaptation du visiteur. Alors vous avez fait une petite animation qui m'a beaucoup plu dans votre agence. Ouais. On voit tout un tas de petits points rentrer dans un espace totalement virtuel, se cogner peut-être au mur du fond, repartir. C'est ce qu'on appelle le flux des visiteurs, ça? Oui, on appelle ça, je ne voulais pas employer le mot parce que je trouve que ce flux-là est un peu âpre. Mais en fait, on ne l'a pas fait complètement, mais on l'a fait d'une manière virtuelle. Faire couler de l'eau et voir comment l'eau, comme un torrent, moi je suis de pyrénéenne, hein, donc je veux dire le Gave, le torrent, les rochers, les tourbillons, voilà. C'est quelque chose, c'est un paysage qui fait partie, qui est dans moi, quoi, que je transporte. Et donc je l'ai transporté ici. Et ce que vous avez vu, c'est un essai de l'eau qui aurait coulé dans nos installations pour vérifier si
il y a bien une fluidité, il y a bien une porosité, il y a bien des endroits où on s'arrête, où on s'agglutine, d'autres endroits où c'est plus lâche. Donc c'est vraiment voilà, comme une mécanique des fluides qu'on a fait d'une manière très intuitive, hein, pas du tout scientifique, parce que ça existe, mais voilà, on a voulu vérifier ça, pour voir si le plan, parce qu'il va falloir à un moment donné passer par un plan, le plan muséographique qu'on proposait pour ces 3 parties, qui doivent être gommées, il n'y en a plus 3 parties. On est au musée de l'homme, on est dans la galerie de l'homme-femme. Oui, une dernière chose, bon voilà, tout se met en place, là on commence Ouais. à voir un petit peu comment ça va se J'espère. passer. J'imagine que même pour vous, quand les objets seront là, ça sera aussi un autre moment. Alors ce moment, on est tellement impatient, mais vraiment tellement impatient, qu'au mois de juin, c'était encore l'énorme chantier. Grâce à une entreprise, Vidélio, qui a eu la gentillesse, qui est donc une des entreprises adjudicataires d'Elo, puisqu'on travaille par l'eau, de l'eau multimédia, nous a fait la gentillesse de nous prêter 7 vidéoprojecteurs. Et on a projeté sur ces lieux même, la muséographie, les installations. Donc on a vécu toute une nuit. Un petit musée virtuel, là, à ce moment-là. Voilà, on a projeté, on s'est promené dans nos images, on a tendu des draps pour simuler la sculpture, la mélaire, on a tendu des cartons, on était là sur des cartons qu'on avait, voilà, pour simuler les valles, etc. Et ces objets, en fait, ils sont là, pour nous ils sont là, parce qu'on vit ce musée depuis très longtemps quand même. On les dessine, on les détourne, on les met en place, on les bouge. Donc, je les ai vus en vrai dans les réserves et au muséum. Donc, ils ne sont pas ici, là, avec nous, là, aujourd'hui, mais on les sait, on les voit, on les vit. Donc, c'est sûr que ça va exploser. À un moment donné, voilà. Les choses, le musée existera quand les objets seront là. Aujourd'hui, il s'agit que d'une étape. Comme quand vous êtes dans l'architecture, c'est la méta-architecture. Là, c'est la muséographie. Bientôt, on va travailler très finement à l'intérieur des vitrines pour que chaque objet trouve sa place. Et vous allez participer à la mise en place, justement, avec les scientifiques de ces objets, de ces collections. Oui. Ah oui, bien sûr. Des problèmes de soclage, peut-être, à résoudre. Alors, nous, dans notre contrat, puisqu'il s'agit de contrat, on a le contrat du soclage primaire, mais on est en interface avec les socleurs qui, eux, travaillent sur le soclage morphologique de l'œuvre. C'est-à-dire qu'une œuvre aussi différente qu'une cire anatomique ou qu'est-ce qu'on a, un téléphone, enfin une étui de téléphone qui est fait au crochet, ou bien entendu les lames en silex, etc. Donc, demande un soclage. Alors on dit soclage morphologique, parce que ça veut dire que l'objet doit se tenir tout seul. Donc, et ce travail-là est fait par une équipe qui ne dépend pas de nous, qui dépend du musée. Et nous, on travaille avec cette équipe en liaison et on présente, on fait d'une part la préfiguration des vitrines, c'est-à-dire que le scénario des vitrines, c'est nous qui donnons le grand tempo. Après, pas toutes, il y a des détails de vitrines qui vont s'occuper eux-mêmes, mais par exemple, on a travaillé une vitrine toute en perspective. On a fait de la scénographie à l'intérieur de la muséographie. On a travaillé comme Palladio a travaillé, je ne vais pas me comparer à Palladio, mais c'est ces démarches-là à Vérone. Le grand aménagement des vitrines, on va dire, c'est nous qui le décidons, et on s'occupe de cette interface avec le moment, avec le soclage primaire, c'est-à-dire quand l'objet va toucher la structure qui va le mettre en scène et qui va le mettre en lumière, en suspension. Ça, c'est quelque chose qu'on travaille énormément, bien sûr. Alors, juste un dernier point, en lumière, la lumière. C'est quelque chose aussi, la lumière. C'est très important, la lumière. C'est votre mission, la lumière, éclairer à l'intérieur des vitrines par des LED, j'imagine. Ouais, c'est la mission de 8-18. François Mijon, qui travaille avec... et on travaille beaucoup ensemble, ça fait
On n'a pas fait un seul musée sans eux, je crois. Mhm. Avec 8-18, Georges Berne, François, éclairagiste, muséographique extraordinaire. Oui, oui, on travaille avec eux. Oui. Et ils travaillent aussi avec les architectes du bâtiment. Donc là, je veux dire, on est un même groupement. C'est eux qui s'en occupent d'une manière très technique. Mais le concept est très itératif. Avec François, on parle énormément sur comment on voit, qu'est-ce qu'on voit, comment on cale. Vous voyez, donc là, il y a cette problématique qui n'est pas une problématique, qui est une joie, hein, qui est la lumière du jour. Comment on fait pour travailler avec cette lumière du La jour? filtrer par moment. La filtrer, ne pas la filtrer. Gommer, par exemple, ces moments, vous voyez, qui sont très blancs, noirs, clairs, obscurs. Vous voyez, il y a une très, très grande, ici, c'est assez féroce. Enfin, c'est pas du tout doux. Donc, il va falloir adoucir, il va falloir dulcifier ici la lumière. Un tout petit peu la dompter, c'est indomptable, hein. On ne rivalise pas avec le soleil, mais apprivoiser. Donc, d'une part, pour qu'on puisse mettre en lumière les objets, parce que les objets, comme les vampires, ah non, pas de lumière du jour, ils se les agrègent. Donc, pour travailler avec des flux qui sont de plus en plus maintenant extrêmement précis, on est dans vraiment, on est presque... on est dans de la joaillerie, hein, quand on travaille. Il faut atténuer, dulcifier, rendre... c'est ce qu'on cherche à faire, en fait. Partout, à rendre très doux l'espace. Je vous remercie. Et puis alors, moi j'ai hâte qu'on se retrouve avec l'arrivée des collections. Oui, ben oui, on se retrouve. Ah, c'est ça, m'en soupe. Ah oui, oui, mais retrouvons-nous, c'est une excellente idée. Oui, oui. Parce que peut-être qu'on verra des choses qu'on n'a pas vues. Ah oui, oui, il faut Ouais, voir oui. dans les vitrines Oui, oui, parce qu'il y a mise toujours en des place mystères. objets, la mise en place évidemment Ouais. des bustes. Il faut qu'on fasse ça. Merci. Merci d'être là.